Chers spectateurs, bonjour, soyez les bienvenus. Hacking, phishing, cyberattaque, on entend ces mots de plus en plus. Et oui, il y a de plus en plus d'attaques. Au cours de ce webinaire, nous discuterons de ces attaques et expliquerons comment vous pouvez vous protéger contre elles. Ce webinaire est organisé par le courtier d'assurance V-Link et Approach, spécialiste de la cybersécurité. Ils ont récemment commencé à travailler ensemble en tant que partenaires pour mieux protéger les entreprises. Je m'appelle Frank van Menen et mes invités aujourd'hui sont David van der Roost, CEO d'Approach, et Benoît Tellier, spécialiste non-vie, non-life chez V-Link. Vous pouvez poser des questions pendant le webinaire. Cela peut être fait sur le côté droite de votre écran. Nous répondrons aux questions à la fin. Benoît, je vous donne la parole. Merci Franck. Voilà, bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer pourquoi un partenariat entre V-Link et Approach. Aujourd'hui, la cybercriminalité est une priorité, un gros point d'attention dans les entreprises en Belgique. Toutes les semaines, nous entendons parler d'une attaque dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les administrations. Mais ce nombre est largement plus élevé. On parle de 7500 notifications en Belgique, rien que pour l'année 2020. Chez V-Link, cela fait maintenant quelques années que nous nous intéressons à ce sujet. Nous sommes nous-mêmes concernés. Et en allant plus loin dans les réflexions et les analyses, nous sommes fortement intéressés à la prévention. Et après, quelques discussions avec Approach et David en particulier, le partenariat est devenu une évidence. L'assurance et la prévention sont largement complémentaires. J'ai maintenant donné la parole à David, qui est le spécialiste de la cybersécurité. Merci Benoît, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, en effet, mon nom est David van der Roost, CEO d'Approach Belgique, une société spécialisée en cybersécurité et privacy, donc tout ce qui est RGPD, GDPR. On a une centaine de personnes réparties sur 2 sites, Louvain-la-Neuve, Anvers et aussi en Suisse. Et donc effectivement, notre propos aujourd'hui, ça va être de vous exposer ensemble le fonctionnement d'une cyberattaque, je dirais traditionnelle, et vous donner quelques conseils sur comment réagir pour en fait éviter une catastrophe. Donc, pour répondre à ça, on va devoir répondre en fait à plusieurs interrogations. D'abord, il est bien utile de comprendre ce qu'est qu'une cyberattaque. Qui sont les criminels, qui se cachent derrière, comment est-ce qu'ils s'y prennent, qu'est-ce qui les motive, et quelles pourraient être les conséquences parfois désastreuses sur votre organisation. Donc on va faire en quelque sorte l'autopsie d'une attaque, en partageant avec vous l'expérience de terrain en tant que société de conseil en cybersécurité. Ensuite, on abordera une partie plutôt conseil, comment réagir face aux attaques, en termes d'anticipation, prévention, protection, mais aussi comment limiter l'impact d'une attaque lorsqu'elle se produit. Et enfin, comme le risque zéro n'existe jamais en sécurité, et c'est aussi valable dans le monde du digital, bien entendu, Benoît vous exposera alors des solutions de type assurantiel qui permettent de vous apporter certaines garanties en cas de sinistre. Voilà, alors j'aimerais commencer par vous poser une première question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre organisation est bien préparée et bien protégée pour réagir face aux attaques informatiques? Vous pouvez pour ça utiliser donc la chatbox sur votre droite. Voilà, donc un des éléments, je dirais, déterminants pour bien réagir quand on est confronté avec une cyberattaque, ça va être de pouvoir tout d'abord reconnaître le fait que vous êtes attaqué et reconnaître une intrusion, une infiltration dans votre réseau. Dans le monde digital, évidemment, une infiltration dans le réseau est très souvent bien cachée, c'est furtif, c'est pas évident de pouvoir s'en rendre compte. Ce qu'il faut aussi bien réaliser, c'est que vous êtes attaqué en permanence. Donc, sans vouloir être alarmiste, c'est devenu un phénomène assez monstrueux. Donc, on le voit tous les jours dans l'actualité, comme le disait Benoît, les hôpitaux, les collectivités locales, les entreprises. Ça dépasse aujourd'hui, c'est un phénomène qui dépasse largement le crime traditionnel. On sait que le paysage cyber est compliqué, dangereux, et donc il faut aussi réaliser que tôt ou tard, vous allez être en fait infiltré. Des intrusions se passent tous les jours et partout. Et donc c'est souvent une question de temps ou une question de chance pour que vous soyez confronté à des problèmes.
Bien entendu, en tant que responsable d'organisation, d'entreprise, vous ne voulez pas vous en remettre à la chance. Donc c'est aussi le sens un petit peu de notre webinaire aujourd'hui. La vitesse avec laquelle vous allez pouvoir en fait donc vous rendre compte, donc détecter une attaque est un élément vraiment déterminant. Les cyberattaques ne sont pas instantanées, donc c'est un processus qui peut dans certains cas être assez long et qui se fait en plusieurs étapes. Une phase d'infiltration, d'installation du pirate au sein de votre réseau, de consolidation de son attaque, prise de contrôle sur vos systèmes, pour ensuite causer un dommage qui va être le plus important possible pour le pirate. Donc le temps d'une attaque aujourd'hui, en général, on constate que ça peut se réduire à une 50aine de jours dans certains cas. Là aussi, il faut être conscient du fait que si vous n'avez pas de dispositif de surveillance en sécurité, il va vous falloir en moyenne entre 100 à 200 jours pour vous rendre compte d'une intrusion. Donc bien sûr, si un pirate parvient à rentrer dans votre réseau et que vous n'êtes pas suffisamment protégé et équipé en détection, vous pourriez avoir de gros problèmes. Alors aussi, il faut être clair, les solutions, je dirais, classiques de défense, de protection ne suffisent plus. Aujourd'hui, quand on dit sécurité, moyen de protection habituel auquel on pense, c'est firewall, antivirus, VPN. Donc, bien sûr, ce sont des solutions qui sont très utiles, mais qui ne suffisent plus. Encore une fois, vous avez besoin de dispositifs de détection, de monitoring de la sécurité, et même une capacité de remédiation. Donc, le nombre d'attaques étant tellement grand, il est important aussi d'avoir des systèmes qui automatisent la détection et la réponse à ces incidents. Enfin, la sécurité, évidemment, n'est pas une problématique uniquement technique, mais aussi et avant tout humaine. Et donc, il s'agira aussi pour vous d'instaurer une culture de la cybersécurité au sein de vos employés et de les rendre capables de réagir face à des incidents. Enfin, vous devez être prêt aussi à envisager le pire. On l'a vu récemment avec la pandémie, avec les inondations. Se protéger ne suffit pas. Donc, vous devez être aussi capable de bien vous organiser quand un désastre se présente, réagir convenablement par rapport à un problème, être bien préparé, vous entourer, avoir éventuellement une assurance. Ça fait partie donc des choses qu'il va falloir aussi également envisager. Alors pour aller une étape plus loin dans la compréhension de ces cybermenaces, il faut aussi comprendre ce qui se cache derrière. Donc, qui sont les criminels? Qu'est-ce qui les motive? Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur du problème. Donc aujourd'hui, la cybercriminalité est devenue un phénomène qui atteint des sommets assez incroyables. On parle désormais de millions d'attaques qui se passent chaque jour dans le monde et qui causent des milliers de milliards d'euros de dommages. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très inquiétant et qui inquiète les autorités et les gouvernements de plus en plus. Ils sont de plus en plus nombreux à dire que la prochaine crise mondiale pourrait être une crise cyber, à côté de la crise climatique, bien entendu, et malheureusement. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend des proportions plus qu'inquiétantes. En Belgique, les études démontrent que globalement, les entreprises sont en retard par rapport à d'autres pays, et il y a énormément de travail. Donc le Premier ministre a débloqué des nouveaux moyens pour stimuler les entreprises dans leur protection, stimuler toute l'industrie aussi de la cybersécurité. Et un des objectifs, c'est que en 2025, la Belgique rattrape son retard et fasse partie des pays les moins vulnérables d'Europe. Évidemment, il y a encore du chemin et en attendant, on peut encore craindre certains problèmes. Aussi, un élément important, c'est donc le phénomène est énorme, mais a tendance à s'accélérer et à grandir. Donc rien que par rapport à 2019, le nombre d'attaques a été multiplié par 2, voire par 3 sur cette période-là, avec un effet Covid où la criminalité s'est déplacée en fait dans le champ plutôt digital. Voilà. Alors, qui sont ces fameux criminels? Qui sont ces cybercriminels, ces pirates? On va globalement pouvoir les répertorier dans 3 grandes catégories. Il y a d'abord le pirate isolé, c'est celui à qui on pense en général. Ça va être, c'est l'image du jeune avec sa cagoule ou sa capuche qui travaille un petit peu dans l'ombre. Mais c'est vraiment ça. Donc ça peut être, dans certains cas, un jeune, un étudiant ou quelqu'un qui a des bonnes compétences en informatique qui va décider ou s'intéresser à cette cybercriminalité et avoir envie de passer à l'action.
Ça peut être aussi des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences en informatique, mais qui vont acheter des attaques en kit, toutes prêtes pour quelques dizaines d'euros sur le dark web. La deuxième catégorie, et c'est une catégorie qui a tendance à augmenter très fortement, c'est ce qu'on appelle les groupes d'activistes avec un H, qui sont en fait des groupes internationaux très très bien organisés, qui opèrent comme des véritables organisations, des entreprises, avec des processus bien industrialisés. Et là, on le voit aussi, on a des groupes, surtout dans certains pays de l'Est, Russie, Ukraine, qui agissent partout dans le monde. Le troisième groupe, ça va être les États, les grands États et les gouvernements. Généralement, on pense plutôt aux États voyous, type Corée du Nord et autres, mais on a vu récemment aussi avec l'affaire Pegasus que de nombreux gouvernements, qui ne sont pas spécialement des gouvernements vus comme voyous, utilisent ces moyens-là comme moyens de pression géopolitique, voire économique. Donc voilà, tout ça ensemble fait que, de nouveau, il faut être conscient en fait, de cette menace et il faut s'y préparer. Alors, quelle va être évidemment la motivation de ces cybercriminels? Bien entendu, comme toujours, l'appât du gain, l'argent, ça c'est clair, c'est la première des motivations. Ça peut être aussi dans le cadre de pratiques illégales de type cyberharcèlement, trafic divers, espionnage économique, industriel, etc. etc. Voilà. Alors, quand on comprend ce contexte qui est compliqué, qui est difficile, qui a tendance à s'empirer, je dirais, au fur et à mesure, c'est intéressant aussi de comprendre bien le fonctionnement d'une attaque. Donc, ce schéma décrit en fait le schéma d'une attaque de type ransomware ou rançongiciel en français, qui est une des attaques les plus courantes que vous avez certainement déjà vu passer dans l'actualité. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, l'attaque se passe en 3 temps. D'abord, il y a une phase d'infiltration. L'attaquant va trouver une façon de pénétrer sur le réseau et de pouvoir s'installer. Ensuite, il y a une phase donc d'installation et de consolidation. Donc, on verra, le pirate va chercher à augmenter sa prise de contrôle et ses droits d'accès sur votre système en vue de préparer son attaque. Et ensuite, dans un troisième temps, il va causer le dommage et le préjudice, et donc il va exfiltrer des données, il va éventuellement vous rançonner, donc vous demander une contrepartie financière pour pouvoir récupérer vos données. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Donc sur la première partie, l'infiltration générale, comme le disait Frank en introduction, on a tous entendu parler du phishing, l'hameçonnage. Vous recevez des emails tous les jours, on tente en fait de vous voler vos données personnelles ou votre password en prétextant donc ou en mimiquant, disons, des sociétés qui vous envoient des emails et qui sont légitimes. Ils vont dans certains cas essayer de deviner votre mot de passe. Ils vont pour ça profiter de fuites de mots de passe qu'on a régulièrement, qu'on peut acheter sur Internet. En même temps, ils vont chercher à exploiter des vulnérabilités sur le réseau de votre entreprise et de votre organisation. Donc généralement, les systèmes, les sites web, les applications ne sont pas toujours maintenus à jour. En tout cas, c'est ce que nous, on constate en tant que spécialistes. Quand on fait des diagnostics de sécurité, on voit souvent les systèmes ne sont pas à jour, et donc ça laisse des failles, des portes ouvertes pour les pirates pour exploiter ça. Enfin, ils vont aussi vous envoyer des emails avec des pièces jointes malveillantes, donc des malwares, qui peuvent aussi, dans certains cas, installer des logiciels sur votre ordinateur en vue de préparer une attaque. Et donc, une fois que tout ça une fois qu'ils ont réussi à rentrer par l'une ou l'autre de ces portes-là, ou éventuellement en combinant, ils vont s'installer sur votre réseau. Donc, cette première phase peut déjà prendre un certain temps et peut viser un ou plusieurs employés. Une fois qu'ils sont rentrés sur le réseau, on passe dans la deuxième phase, ils vont installer ce qu'on appelle un serveur de commande et contrôle. Donc, c'est un petit logiciel discret qui va s'installer quelque part chez vous et qui va permettre aux pirates, en fait, de télécommander des actions et aussi d'exfiltrer des données. Donc, dans une deuxième étape, avant de passer à l'action, il va essayer d'augmenter en fait sa prise de contrôle sur le réseau. C'est ce qu'on appelle les mouvements latéraux. Donc, il va essayer de compromettre une autre machine, un autre serveur, une autre application, voler davantage de données, récupérer des mots de passe, etc. Il va aussi faire ce qu'on appelle de l'escalation de privilèges, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des droits d'accès
supérieurs sur ces machines pour pouvoir, encore une fois, récupérer un maximum d'informations. Donc cette phase-là peut prendre encore des semaines. Et généralement, une fois que le pirate est satisfait avec tout ce qu'il a pu récolter, il va préparer donc la dernière phase qui est le dommage et le préjudice. Donc pour pouvoir vous rançonner et vous essayer de monétiser son attaque, il va typiquement d'abord commencer par exfiltrer ses données. Donc il récupère toutes vos données, il les copie chez lui par le biais du serveur command et contrôle, et ensuite il va bloquer vos données, il va les chiffrer ou les encrypter. Il va aussi tenter de détruire vos backups. Généralement, les backups sont mal protégés, donc vous pensez avoir une copie de sauvegarde, mais celle-ci n'est pas suffisamment protégée. Et enfin, revenir vers vous avec un message qui est voilà, tout à coup, on a tout bloqué. Généralement, ça se produit un vendredi soir ou un samedi, et ils vont vous demander donc une somme d'argent, évidemment en utilisant des crypto-monnaies comme le Bitcoin, pour pouvoir récupérer vos données et vos systèmes. Alors, c'est là que évidemment les problèmes commencent, c'est qu'on rentre souvent dans des scénarios de gestion de crise. Alors ici, moi je vous expliquais un exemple d'une attaque traditionnelle qui est le ransomware. Il existe d'autres types d'attaques, vous l'avez vu aussi dans l'actualité. Il y a évidemment tout ce qui est brèche de données à caractère personnel. Donc quand les pirates volent des données, des adresses mail, des numéros de téléphone, des comptes bancaires, ça pose problème évidemment. Vous avez évidemment avec la GDPR l'obligation de protéger ces données-là, donc vous devez typiquement rapporter les événements dans les 72 heures à l'autorité, et vous encourez des amendes jusqu'à 4% de chiffre d'affaires. Donc les pertes potentielles liées à ça peuvent être assez importantes en termes d'amendes, en termes de temps de restauration, en termes d'expertise IT que vous allez devoir mobiliser, etc., etc. Vous voyez dans la deuxième colonne ici, on a voulu lister un certain nombre de problèmes ou de pertes potentielles. C'est peut-être utile de dire qu'on va vous envoyer la présentation, comme ça le texte qui est un petit peu plus petit, ou qui est un peu petit, vous allez le recevoir à la maison. Exactement. Alors, un deuxième ou un troisième type d'incident ou d'attaque assez courant, c'est ce qu'on appelle du déni de service, denial of service en anglais, où en fait un grand nombre d'ordinateurs, de pirates ou de victimes de piratage vont se connecter sur vos serveurs en même temps. Et donc créer un effet de masse pour en fait complètement submerger vos serveurs et rendre vos applications inaccessibles. C'est ce qu'on a vu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, avec Belnet en Belgique par exemple, qui a été complètement bloqué, paralysé par une attaque comme ça. De nouveau, ça représente pour Belnet ou pour la société qui est visée une interruption de leurs activités, des coûts qui sont engagés pour répondre à l'incident, une atteinte à leur réputation, des pertes de données, etc., etc. Le troisième type, le quatrième type d'attaque assez traditionnelle, c'est la cyberfraude. Pas plus tard que ce matin, on discutait avec Benoît d'un cas de fraude où des pirates se sont fait passer pour le CEO d'une société qui était dans un contexte de fusion-acquisition et on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Donc, ils avaient un certain nombre d'informations à ce sujet-là, se sont fait passer pour le CEO et ont demandé de réaliser une transaction bancaire sur un montant important. Donc là, évidemment, ça implique une combinaison de piratage technologique, mais aussi d'ingénierie sociale. Donc l'aspect humain, encore une fois, est aussi très important à considérer. Avec, on le voit de nouveau, des pertes financières, des coûts de réponse aux incidents, dans certains cas, la responsabilité des administrateurs et des dirigeants qui peuvent être engagés. Donc, on voit potentiellement des impacts assez importants, des pertes potentielles de type multiple. Et on va voir ensemble maintenant avec Benoît, finalement, qui va pouvoir aussi témoigner aussi de certains montants en jeu. Donc, juste pour vous donner un peu plus de concret par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de chiffres? Et aussi, évidemment, quelles sont les solutions qui existent, type assurance, pour pouvoir vous protéger. Merci David. Voilà, donc ici je vais vous donner quelques chiffres très rapidement et puis pour après vous exposer. C'est un cas, mais c'est un cas réel, qui n'a pas été vécu en Belgique,
c'est volontaire, hein, donc pour ne pas trop identifier et ou essayer d'identifier l'entreprise. Pour une entreprise, une PME belge moyenne, le coût d'un incident peut aller de 10 000 à presque 500 000 euros. C'est énorme, hein. Donc ces entreprises-là peuvent ne pas survivre à ce type d'attaque. On voit aussi, donc lorsque je discute avec David, lorsque je discute avec des compagnies d'assurance, on voit que l'origine du sinistre est souvent une erreur humaine. Donc vraiment, bon, le clic à un mauvais endroit sur le mauvais lien, vraiment l'erreur humaine est au centre de l'attention. Et donc, comme disait David précédemment, éduquer le personnel justement, donc ou sensibiliser le personnel à la cybersécurité est effectivement très important. Au niveau du cas vécu, donc vous imaginez, on est dans une grande enseigne qui vend des lunchs à emporter. Que se passe-t-il? Il y a un malware, hein, donc voilà, le logiciel hein, qui peut analyser toute une série de choses, où on a volé des données de 5000 cartes bancaires. Donc évidemment, on était dans un processus qui n'a pas duré 1 heure. C'était un processus qui évidemment a été plus long, hein, puisqu'on a quand même 5000 clients qui ont passé hein, les cartes dans les terminaux. Par rapport à ça, mais que s'est-il passé? Donc on peut passer au slide suivant. Donc, dès lors que l'on s'est rendu compte qu'il y avait ce problème, on a dû chercher, trouver la faille et rétablir les systèmes. Évidemment, donc, vu que c'était une grande enseigne, c'est sorti dans la presse. La presse est emparée de ça, avec les réseaux sociaux, bon, ça fait un effet monstre. Il a fallu mettre en place une campagne marketing, une action marketing pour redorer l'image de l'entreprise. Évidemment, 5000 données de carte bancaire, donc vous imaginez le nombre de notifications que ça peut représenter. Mais après, derrière ça, il a fallu vérifier que les cartes bancaires, que ces données-là n'ont pas été utilisées pour faire d'autres paiements malveillants. Oui. Et donc, et ça a été le coût le plus important, puisque le monitoring à ce niveau-là a coûté 1 million d'euros. Derrière ça, évidemment, les personnes dont on avait volé des données à caractère personnel, ou en tout cas les données bancaires, se sont manifestées et ont mis en cause l'entreprise. Et là, évidemment, l'entreprise a dû se défendre. On a mandaté un avocat pour prendre la défense de l'entreprise. Et puis, bien, pour terminer, il a fallu émettre de nouvelles cartes des cartes bancaires. Alors, voilà, un petit sinistre, hein, donc on n'y pense pas, ça a coûté 1,6 million. Évidemment, donc là, ce n'est qu'une partie hein, du volet d'un sinistre, comme disait David tout à l'heure, donc le ransomware. Donc ici, donc témoignage d'une compagnie d'assurance fin décembre 2020. Ils n'ont pas eu d'autre solution que de payer la rançon. Et la rançon était de 2,5 millions d'euros. Donc c'était assez hallucinant à ce niveau-là. Et est-ce que la plupart des entreprises est bien protégée? Malheureusement, moi je ne sais pas dire si elles sont bien protégées. Ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Par contre, est-ce que les entreprises sont assurées? Donc ici, ce que je voulais montrer, c'est un petit graphique où on voit l'évolution du nombre de souscriptions de contrats d'assurance. Hein, on voit hein, aux États-Unis, donc en allant jusqu'à la Belgique, et on voit qu'à peu près 30% des entreprises en Belgique ont souscrit une couverture cyber. C'est pas beaucoup, mais quand on voit, c'est quand même 7% de plus qu'en 2020. Donc on a quand même une prise de conscience que oui, c'est important. Malheureusement, ce que l'on constate également, donc 30%, ça peut paraître bien, ce sont surtout les moyennes et les grandes entreprises qui prennent conscience. Les petites entreprises, soit ne sont pas informées, ne sont pas conscientisées à ça. Donc, c'est pour cela, voilà, que nous faisons cette présentation aujourd'hui, notamment. Alors, qu'est-ce que couvre un contrat d'assurance? Voilà. En fait, il y a plusieurs volets hein, donc dans un sinistre cyber. Donc on l'a vu hein, donc au niveau de la présentation, il y a 2 grandes catégories. Le dommage propre, quel est le dommage, quelle est la perte financière que l'entreprise aura subie. Et évidemment, on a le volet responsabilité civile.
quelles seront les réclamations qui peuvent venir de tiers, donc des personnes qui auront été victimes ou se considéreront comme telles. Alors évidemment, on va couvrir quoi? La gestion de l'incident. Donc ce sont évidemment tous les experts informatiques, où je le disais tout à l'heure, donc chercher, trouver, enrayer, rétablir. On a évidemment, le sinistre peut mettre l'entreprise à l'arrêt, totalement, partiellement, et donc on va couvrir la perte financière inhérente à ce sinistre. Si on a perdu des données, des logiciels, on va payer la reconstitution des données et de ces logiciels. Je l'ai dit, on peut avoir des rançons. Les entreprises d'assurance ont un volet pour payer les rançons. Alors, elles ne le payent pas systématiquement. La majeure partie du temps, on ne la paye pas. Mais quand on se rend compte que la perte d'exploitation va être supérieure à la rançon, malheureusement, il n'y a d'autre choix que de la payer. Au niveau volet responsabilité civile, on en a parlé. Donc, on voit des données à caractère personnel. Donc, au niveau du civil, vous êtes responsable des données que vous stockez pour compte de tiers. Donc, vous pouvez tout à fait être mis en cause et condamné à payer une indemnisation à ces personnes-là. C'est couvert. L'atteinte à la sécurité sur les réseaux, c'est couvert également. La responsabilité média, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on peut imaginer que votre site internet soit hacké et que l'on fasse de la publicité mensongère d'un concurrent. Donc, en fait, vous pouvez être aussi condamné pour, ou en tout cas mis en cause, pour de la contrefaçon, de la diffamation ou de une atteinte à la vie privée. Donc, parce que, évidemment, on s'est introduit chez vous et hop, on publie des choses qu'on ne devrait pas, malveillantes, évidemment. Alors, on a aussi quelques extensions, donc l'aide d'urgence qui est évidente, les frais d'amélioration, donc oui, il y a des frais d'amélioration qui sont prévus dans le contrat d'assurance. Le vol cybernétique, là, un cas assez classique, c'est de présenter une facture, et on fait pas attention, on la paye. Mais en réalité, c'est pas une facture d'un fournisseur connu. Ça arrive. La récompense pour la découverte d'un criminel. Eh oui, on paye ça également. Le piratage d'un centrale téléphonique. Donc, on pirate votre centrale et puis on commence à lancer des appels surtaxés. On peut payer les sanctions administratives puisque, effectivement, dans le cadre du non-respect de la réglementation GDPR, une amende administrative pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires vous pouvez être condamné à payer cette amende. Aujourd'hui, en Belgique, les amendes administratives sont encore assurables. Donc, tant qu'elles sont assurables, elles sont prévues dans le contrat. Le jour où le législateur dira « Eh non, moi, des sanctions administratives, je rends illégal le fait de les assurer », peut-être qu'elles ne le seront plus un jour, c'est possible. Et puis, bon, on l'a vu dans le cas que donc les pertes liées à des cartes de paiement. Ce qui peut être intéressant de savoir aussi, mais tiens, quels sont les capitaux qu'on peut assurer? Je peux assurer jusqu'à 250 000 euros, le plafond de couverture de l'entreprise. Pour une toute petite entreprise, ça peut être suffisant, mais on peut voir des contrats jusqu'à 5 millions d'euros de couverture, avec des franchises qui vont de 1 000 euros à 50 000 euros. Voilà. Pour une petite entreprise, vous allez avoir une prime de 1 000 euros. Pour une toute grosse entreprise, ça peut monter à 100 000 euros de prime. Comment une compagnie d'assurance va auditer? Là, on va vous poser des questions. Évidemment, un élément déterminant de la prime, ce sera le chiffre d'affaires. Donc l'activité. Est-ce que vous faites du B2B? Vous faites du B2C? Et finalement, c'est de savoir, est-ce que je stocke beaucoup ou pas de données à caractère personnel? Voilà. Quelle est mon exposition géographique? Est-ce que j'ai une exposition belge, européenne, mondiale? Parce que évidemment, les réclamations de tiers, peuvent être différentes d'un pays à un autre. On va vous poser aussi, quel est votre avis sur l'impact d'un sinistre? Donc, si on met mes systèmes à plat, quel sera l'impact financier? Est-ce que je peux survivre? Donc, ce seront des questions qui vont être posées. Est-ce que je travaille avec un hébergeur externe, oui ou non? Est-ce que j'ai déjà des choses qui sont mises en place? Est-ce que je fais des scans? Est-ce que je fais des tests de vulnérabilité? Est-ce que je fais des tests de pénétration? Est-ce que je fais des mises à jour? Est-ce qu'il y a un contrôle de droit d'accès? Est-ce qu'on contrôle les privilèges dans les systèmes? Est-ce que l'on fait des backups? Est-ce que mon personnel a été formé? Et est-ce que des audits de sécurité sont faits? Ces questions vont permettre
plusieurs choses. Soit on va avoir un impact sur la prime, soit tout simplement sur une acceptation. Parce qu'un risque lourd avec très peu de sécurité ne sera pas accepté. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, il y a ce partenariat-là, à dire, oui, ok, on fait cet audit-là, on se rend compte qu'évidemment, on a une forme de vulnérabilité, je ne sais même pas être assuré. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour vous protéger Tout à fait. avant une attaque. Oui, tout à fait. David, il y a l'aspect collaborateur qu'on a déjà dit. Jamais donner les mots de passe, ça me semble clair. C'est ainsi qu'on donne les clés de l'entreprise à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des autres choses que l'entreprise peuvent faire? Oui, bien sûr. Donc, on peut faire énormément de choses et on voit ici à l'écran une série de choses. Et comme on enverra les slides, vous pourrez prendre le temps de les regarder en détail. Mais je pense qu'un des premiers éléments, en fait, c'est de connaître ce qu'on appelle sa surface d'attaque. C'est-à-dire, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc, la première des recommandations, c'est faire un état des lieux sur sa sécurité. C'est voir, où sont mes vulnérabilités d'un point de vue technique. Donc, Benoît a évoqué, on peut faire des scans de sécurité, plus ou moins larges, profonds, etc. Ça, c'est très important. Mais aussi au niveau de votre organisation. Est-ce que vous avez des personnes responsables pour la sécurité? Comment est-ce que vous êtes organisé? Quels sont vos processus? Et enfin, évidemment, le volet, tu l'as dit Franck, tout ce qui est conscientisation des collaborateurs, formation, aussi en interne pour les collaborateurs IT, informatique, par rapport au risque. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire, disons, dans une phase de préparation. Aussi, je pense qu'un deuxième aspect, c'est, comme on le disait là tout à l'heure, on a beau mettre des moyens en prévention et en protection, tôt ou tard, des attaques vont se produire. Et donc, ma deuxième recommandation, disons, la plus importante, c'est aussi de se doter de systèmes qui vont surveiller les réseaux. Donc, faire du monitoring de sécurité, détecter des infiltrations des attaques, mais aussi, comme je le disais là tout à l'heure, neutraliser ces attaques en temps réel pour ne pas permettre aux pirates de s'installer. Donc ça, c'est pour moi la deuxième recommandation aussi, surtout vis-à-vis des PME qui ont des moyens limités, qui n'ont pas de ressources, de temps énorme à pouvoir consacrer à ça. Mais c'est pour faire un petit parallèle avec votre maison, ayez au moins un système de détection d'intrusion, un système d'alarme, des caméras pour voir si jamais vous avez une intrusion. Comme vous le dites, le risque zéro n'existe pas. Quand au moment qu'on détecte qu'il y a une attaque, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si... La rapidité est importante, je pense. La rapidité est effectivement très importante. Donc, moi, ce que je dis toujours, à mes assurés, c'est si vous constatez une attaque, vous n'appelez pas votre courtier. C'est comme si demain vous tombez en panne sur le bord de l'autoroute. Moi, je sais pas venir vous dépanner. Oui. C'est pas mon métier de venir dépanner. Et donc, la première chose à faire, c'est de prévenir la compagnie d'assurance parce qu'elle doit être au courant. Et si la compagnie d'assurance a donné des accords pour travailler avec une société de cybersécurité et qui a les effectifs pour intervenir, vous appelez évidemment la société avec laquelle vous collaborez dans le cadre de la prévention, et comme elle va connaître vos systèmes, elle va pouvoir évidemment réagir de manière plus efficace. Après, évidemment, derrière ça, que se passe-t-il? On va détecter, est-ce qu'on a volé des données à caractère personnel? Oui, non, peut-être. Et là, derrière, en fait, il y a toute une mécanique qui se met en marche. Est-ce que c'est sorti dans les médias? Auquel cas, évidemment, il faut avoir une société de communication qui va prendre votre défense. Est-ce que je dois directement mettre en place une réunion avec un avocat? Parce que qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Tout ça est important. En fait, un sinistre peut mettre directement en place 4-5 intervenants dans différents métiers. Et si les données des clients, des données personnelles des clients sont impliquées, il faut réagir aussi. Oui, tout à fait. C'est important comme on disait là tout à l'heure, dans le cadre du règlement RGPD, de notifier en disant les 72 heures la brèche, tout en continuant évidemment le travail de compréhension de l'incident, de confinement de l'attaque, éradication, nettoyage du système. Il faut le dire tout de suite. Si on ne le fait pas, donc on s'expose à des sanctions. Et donc évidemment, il faut pouvoir essayer de comprendre si des données ont été exfiltrées ou pas. C'est pas toujours évident. On n'a parfois pas les moyens de savoir ce qu'il s'est réellement passé parce qu'on n'a pas logué, on n'a pas des journaux qui ont été convenablement configurés. De là aussi l'importance de bien se préparer avant les attaques
d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui transite dans le système, est-ce que les données à caractère personnel sont sorties du système ou pas. Et ce qu'il reste, c'est le après. Quoi faire après une attaque? Ouais. Donc forcément, disons que la gestion d'incidents ne s'arrête pas au moment où on a restauré les applications ou nettoyé ou restauré les backups. Il y a toute une série de choses à faire. Donc d'abord, il faut porter plainte, bien entendu. Ça c'est quelque chose d'assez important. Et aussi procéder à ce qu'on appelle une analyse post-mortem de la situation pour voir, ok, pourquoi est-ce que nous avons été exposés à un problème, qu'est-ce qui s'est passé, bien comprendre quelles ont été les vulnérabilités, pour pouvoir évidemment s'améliorer par après et profiter de cet incident donc pour devenir en fait plus protégé pour l'avenir. L'analyse post-mortem en espérant que le patient n'est pas mort. En effet, exactement. Dans certains cas, des situations qui peuvent être critiques. Et bien, parfois, ça peut être des incidents qui ne portent pas des impacts très importants et qui vont servir, encore une fois, comme une opportunité de s'améliorer. Donc, il faut savoir tirer les leçons de chaque incident, grave ou pas grave. Avant de passer aux questions, c'est peut-être utile de dire qu'il y a des subsides régionaux pour Bruxelles, la Wallonie et la Flandre. Si vous avez des questions à ce niveau-là, on peut toujours vous aider. Les données de contact, on va vous les montrer à la fin de ce webinaire. Donc, on va regarder s'il y a des questions qui sont déjà là. Oui, je vois qu'il y a une question de Hugues van Peteghem. Le paiement de la rançon n'équivaut pas nécessairement avec la fin de l'attaque. C'est pour Benoît ou... Le paiement de la rançon n'équivaut pas nécessairement avec la fin de l'attaque. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Oui. C'est pas parce qu'effectivement qu'on a payé la rançon que avec les clés que l'on va recevoir que tout va fonctionner directement. Non, ça n'est pas vrai. C'est vrai que si on a l'ensemble de ces données qui sont totalement cryptées, puis effectivement on décrypte, on a les clés. Oui, mais les systèmes, voilà, il suffit pas de faire ça et puis ça y est, l'entreprise refonctionne. Ça n'est pas vrai. Il va y avoir évidemment des ratés, donc dans la remise en route et évidemment il va falloir vérifier tout ça. Donc oui, il y aura une vérification complète, mais également je peux redémarrer donc à un instant T, mais je peux redémarrer mais de manière un peu lente. Donc peut-être que 70% de mon activité pourra redémarrer, mais pas 100%. Oui. Et donc en fait, je peux avoir un redémarrage à un instant T, mais si la perte d'exploitation dure plusieurs semaines, par exemple, on va tenir compte de l'ensemble de l'impact à un instant T sur la durée. Donc l'impact financier sur la durée va être indemnisé. Donc si on parle de la partie assurance. Et évidemment, donc sur la partie vérification, là évidemment, c'est lorsqu'on a payé la rançon que derrière les services informatiques s'arrêtent. Je vois aussi que il y a 3 spectateurs qui ont répondu à votre première question. Est-ce que votre entreprise est bien protégée? Je vois 2 fois non et 1 fois moyennement. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est plutôt une vision réaliste des choses. Encore une fois, en tant que spécialiste, quand on fait des diagnostics de sécurité, on trouve toujours quelque chose. Même avec des sociétés qui investissent dans la sécurité, qui prennent la sécurité très au sérieux, on trouve toujours des failles. Et donc le pirate a toujours un coup d'avance. Et donc c'est important d'abord de faire ce constat que non, tout n'est pas parfait. Le risque zéro, on l'a dit, n'existe pas. Et c'est de travailler en gestion de risque, c'est-à-dire identifier où est-ce que j'ai le plus de risques et mettre l'effort là-dessus. On ne peut pas travailler sur tout en même temps, surtout quand on a des ressources limitées. Et en même temps, d'avoir une approche multicouche, donc prévention, protection, détection, recovery avec les backups, mais aussi une solution d'assurance. Et quand on additionne toutes ces couches, eh bien, on va pouvoir être en mesure de limiter les risques au minimum. Oui. Je vois plus de questions, donc si vous avez encore des questions, voilà, c'est le moment de les poser. Donc il y a une question de Thierry Fourneau.
Lorsqu'une entreprise fait le choix d'héberger ses applicatifs et données dans le cloud, comment peut-on définir le contour de responsabilité entre le client, le prestataire et l'hébergeur? Quelles actions sont de la responsabilité du client et quel cadre contractuel les intervenants externes doivent-ils fournir au client? L'écran est un petit peu loin. Okay, donc je pense qu'il y a deux parties dans la question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, de plus en plus, les entreprises travaillent avec ce qu'on appelle une supply chain, avec des prestataires qui se mettent en cascade. Et donc, la question de la responsabilité se pose effectivement entre l'organisation et ses prestataires de services IT, cloud ou autres. Et donc, ce qu'il faut rester conscient, c'est que finalement la responsabilité finale, elle reste bien entendu chez vous. Donc vous êtes responsable pour le contrôle de vos prestataires, et donc de plus en plus, on le sent aussi chez nos clients qui sont des prestataires IT justement, c'est que leurs clients leur mettent la pression au niveau sécurité. C'est démontrez-moi avec vos contrats, dans vos contrats aussi, que en cas de problème, eh bien, vous allez être co-responsable, que vous êtes assuré aussi, que vous avez un plan de sécurité. Donc il y a disons, une cascade en fait des responsabilités. Encore une fois, la société reste responsable in fine des risques. C'est vrai qu'en première ligne, elle est effectivement responsable. Et après, donc, lorsqu'on vérifie les contrats, donc bon, en première ligne, vous êtes le co-contractant, donc vous êtes évidemment responsable. Après, derrière, on va voir donc l'entreprise, quels sont ses contrats et les limites contractuelles de responsabilité qui ont été engagées. Parce que on peut parfois voir des hébergeurs, par exemple, qui disent si on vient voler des données que vous stockez pour compte de tiers, mais qui sont stockées chez moi, moi, j'ai pas de responsabilité derrière. Bon, ce genre de contrat, il faut peut-être éviter de les signer. Mais en tout cas, si tel est le cas, ça, ce sont des informations qui sont pertinentes pour un assureur. Donc, on vient de faire un audit, je ne dirai pas qui, mais on vient de faire un audit où, effectivement, on a vérifié les différents contrats avec les sous-traitants à ce niveau-là. Et donc, de se dire, tiens, voilà, on sait quel est le périmètre de responsabilité en facial et quelles sont les possibilités de recours vers les différents sous-traitants. On a surtout parlé des entreprises, mais est-ce qu'il y a une responsabilité comme chef d'entreprise, comme personne individuelle, Oui, en tant que chef d'entreprise, je pourrais tout à fait imaginer que donc un chef d'entreprise n'a pas pris des mesures ou a pris à la légère la problématique de la sécurité informatique. Eh bien, ça peut être considéré comme une faute de gestion de la part. Ça peut être un directeur IT qui n'a pas fait son travail, les propriétaires de la société, peuvent mettre en cause la responsabilité personnelle de ce responsable IT. Ça peut être aussi les tiers. Donc, on vole des données à caractère personnel et puis on se rend compte que le directeur IT n'a pas pris les mesures ou avait pris les choses trop à la légère. Donc, effectivement, la responsabilité personnelle de la personne, des dirigeants, peuvent être mis en cause. Alors, à ce moment-là, on va directement vers un autre type de contrat qui est les contrats DNO ou RC administrateur, peu importe comment on l'appelle. Mais effectivement, c'est une problématique qui peut toucher la responsabilité tant de l'entreprise que ses dirigeants. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions. Mais reste encore de vous donner nos adresses et informations pour nous contacter après. Et je vais montrer ça sur l'écran. Merci pour votre participation à ce webinaire et pour les questions posées. Benoît David, merci à vous aussi et chers téléspectateurs, peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.